Nous sommes au cœur de la période Heian, il y a plus de 1000 ans. À cette époque, Kyoto n'est pas seulement une ville pleine de temples et de jardins, c'est aussi une cité d'ombre, où dès que le soleil bascule derrière les montagnes de l'ouest, les rues deviennent le domaine des yokai, oni et autres terribles créatures. Voici la légende de Watanabe no Tsuna, celui que l'on nommait le coupeur de démons. La nuit était si épaisse qu'on aurait pu la trancher au sabre. Watanabe no Tsuna, le plus fidèle des guerriers du clan Minamoto, chevauchait seul vers le nord de la capitale. Le silence n'était troublé que par le martèlement des sabots de son cheval et le murmure de la rivière. Arrivé au pont Ichijo Modolibashi, le cheval fit un écart. Là, sous la lueur blafarde d'une lune voilée, se tenait une jeune femme. Elle était vêtue d'un kimono de soie blanche, si fine qu'il semblait briller de son propre éclat. Elle pleurait. « Messire !» murmura-t-elle, la voix tremblante comme une corde de shamisen. « La nuit est peuplée de brigands, et mon foyer est loin. Auriez-vous la noblesse de m'escorter jusqu'à la porte de Gojo ?» Tsuna, dont le cœur était aussi solide que son armure, descendit de cheval. Mais alors qu'il l'aidait à monter en croupe, un frisson glacé lui parcourut l'échine. L'odeur de la jeune femme n'était pas celle du parfum de prune que les dames de la cour affectionnaient, mais celle âcre et métallique d'un vieux charnier. Soudain, un rire d'outre-tombe déchira le silence. La silhouette gracieuse s'étira, se distordit. Les mains délicates devinrent des griffes noires. La peau de porcelaine vira au bleu de l'orage. En un éclair, la créature, l'infâme Ibaraki Doji, car tel est le nom de cet immonde Oni, saisit Tsuna par son chignon de samouraï et s'élança dans les airs. Les toits de Kyoto devinrent minuscules sous leurs pieds alors qu'ils fonçaient vers les cimes du mont Atago. Mais Tsuna n'était pas un homme ordinaire. Tandis que le vent sifflait à ses oreilles, il empoigna la garde de son sabre. Dans un cri de guerre qui fit trembler les esprits de la montagne, il dégaina. L'acier étincela. Un éclair d'argent, un bruit de chair coupée et un hurlement si terrifiant qu'il fit geler l'eau des rivières. Le démon disparut dans les nuages pourpres, mais Tsuna, lui, retomba lourdement sur le sol. Dans sa main gauche, il ne tenait pas une touffe de cheveux, mais un membre monstrueux, couvert de poils drus et terminé par des griffes d'acier, le bras droit du monstre. Sur les conseils du plus grand devin de la cour, Tsuna enferma le bras dans un coffre de pierre scellé par des prières bouddhistes. « 7 jours, Tsuna, » avait dit le sage. « Pendant 7 jours, tu devras rester seul avec ton trophée. Le démon ne peut entrer chez toi de force, mais il est le maître de la tromperie. Reste sur tes gardes. Au-delà de ces 7 jours, il ne pourra plus t'atteindre. » Pendant 6 jours, Tsuna resta assis en zazen, son sabre posé sur ses genoux, écoutant les griffures invisibles sur les murs de sa demeure. Le vent semblait hurler son nom, des voix de femmes disparues l'appelaient, mais il restait de marbre. Le soir du 7e jour, alors que l'aube n'était plus qu'à quelques heures, on frappa doucement à sa porte. « Tsuna ? Mon petit Tsuna, c'est moi !» C'était la voix de sa vieille tante, celle qu'il avait élevée après la mort de ses parents. Tsuna hésita. Elle venait de sa province lointaine, disant qu'elle avait entendu parler de son exploit et qu'elle ne pouvait mourir en paix sans avoir revu son neveu chéri. Par une petite fente, il vit son visage ridé, ses mains tremblantes. Son cœur de guerrier, si dur face à l'acier, fondit devant la piété filiale. Il ouvrit la porte. Il burletait en silence.
Puis la vieille femme soupira. On raconte des choses si étranges au village. Ils disent que tu as coupé le bras d'un vieux démon. Est-ce vraiment possible pour un homme? Tsuna, touché par le doute de sa parente, voulut lui prouver sa valeur. Il brisa les seaux, souleva le couvercle du coffre. Le bras noir gisait là, encore frais. La tante s'approcha, ses yeux brillants d'une étrange lueur. « Ah, c'est donc cela !» Mon bras! Dans un craquement d'os atroce, la vieille femme explosa. Sa peau se déchira pour laisser place au démon gigantesque. Avant que Tsuna ne puisse atteindre son sabre, Ibaraki Doji saisit le membre coupé, le plaqua contre son moignon où la chair fusionna instantanément dans une fumée noire. Le démon défonça le toit de la maison et s'envola vers le nord en ricanant. Tsuna resta seul sous les étoiles, son coffre vide. On dit que depuis ce jour, Tsuna ne baissa plus jamais sa garde, même pas devant ceux qu'il aimait. Et si vous vous promenez près du pont Ichijo par une nuit de brouillard, regardez bien le reflet dans l'eau. On dit que l'ombre d'un bras griffu y passe parfois, cherchant encore celui qui a osé défier les maîtres de la nuit. L'histoire de Watanabe no Tsuna et la sorcière de Kyoto est un grand classique du folklore japonais. On la retrouve principalement dans deux sources littéraires majeures qui ont ensuite inspiré le théâtre No et le kabuki. Le Heike Monogatari et le Taiheiki. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter la version d'origine, celle qui provient du Heike Monogatari, bien que la version la plus connue soit celle de la porte Lashomon, qui en réalité provient surtout du théâtre No qui avait rendu cette histoire très populaire. Il n'y a pas vraiment une grande différence, mis à part le lieu de départ de l'histoire. Alors comme d'habitude, on va parler de la morale de l'histoire. Tout d'abord, on a la vigilance constante du guerrier. La première partie de l'histoire, qui se situe au pont Ichijo, souligne que le danger peut se cacher derrière les apparences les plus séduisantes, ou les plus vulnérables. La morale ici est celle de la présence d'esprit, ce qu'on appelle le Zanshin. Les pratiquants d'arts martiaux savent de quoi je parle. Même face à une jeune femme en détresse, le guerrier ne doit jamais baisser sa garde. Ensuite, on a la force de la loyauté et du courage. Watanabe no Tsuna est le modèle du vassal fidèle. Sa réussite n'est pas seulement physique, elle symbolise la capacité de l'ordre à repousser le chaos pour protéger la capitale et son seigneur. C'est une célébration de la maîtrise technique et du sang-froid. On a les limites de la ruse face à l'affectif. La seconde partie de la légende offre une morale plus nuancée. Tsuna garde le bras dans un coffre et suit une surveillance stricte de 7 jours sur les conseils d'un devin. Le démon se déguise en sa vieille tante pour le visiter. Par respect filial et affection, Tsuna finit par rompre son interdiction et montre le bras à sa tante. Ici, la morale, c'est que même le guerrier le plus invincible a une faille. Son cœur et ses obligations familiales, la ruse et l'attachement émotionnel sont souvent plus dangereux que la force brute. Et enfin, on a l'impermanence de la victoire. Le fait que le démon parvienne finalement à s'échapper avec son bras rappelle que le mal ou le chaos n'est jamais totalement détruit. C'est une vision très japonaise où l'équilibre entre les forces humaines et surnaturelles est précaire et demande un effort de protection perpétuel. En résumé, si on devait retenir une leçon moderne de ce récit, ce serait sans doute « Méfiez-vous des apparences, restez sur vos gardes, mais sachez que c'est souvent par ceux que nous aimons que nous sommes le plus vulnérables. » Jusqu'à présent, j'avais voulu vous partager des petites histoires, des petits contes un peu amusants, pour essayer d'en extraire une morale, voir un peu ce qu'on pouvait faire autour de ça. Ici, c'est une histoire qui est tellement populaire que j'ai voulu quand même aller un petit peu plus loin, un peu plus en profondeur. Et pourquoi, tout simplement, c'est apparu. En anthropologie, le pont est un espace liminal, une zone de transition entre deux mondes. On a d'un côté le monde des humains, et de l'autre le monde des esprits. Kyoto, au IXe siècle, est perçue comme une ville assiégée par des forces surnaturelles. Et ce que ce conte servait à cartographier, c'est les zones de danger de la capitale. En quelque sorte, on expliquait aux gens, très superstitieux, voilà les limites de la ville, n'allez pas au-delà, vous atterrissez sur le territoire des démons. Après, on a une dimension politique et sociale aussi. Certaines études historiques suggèrent que les démons, comme Ibaraki Doji, n'étaient pas vraiment des monstres, c'est une sorte de métaphore de la rébellion.
Ils représentaient des clans marginaux, des bandits ou des populations refusant l'autorité impériale. L'histoire de Watanabe no Tsuna est alors vue comme une œuvre de propagande célébrant la suprématie de la classe guerrière et du clan Minamoto, capable de ramener l'ordre face à l'insoumission sauvage. Pour ce qui est des sources, comme c'est une histoire qui a quand même été racontée un paquet de fois, le Heike Monogatari va plutôt mettre l'accent sur la prouesse militaire. Dans le théâtre No, là où apparaît l'histoire de la porte Lashomon, on met plus l'accent sur le côté spectral et sur l'atmosphère. Et dans le Taiheiki, c'est une intégration de la légende dans une chronique historique pour légitimer des lignées de sabres célèbres. Un peu comme on a fait avec le shintoïsme, pour légitimer la dynastie impériale. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, tout ça. Alors aujourd'hui, si vous venez au Japon, vous avez plus de chances de prendre un coup de griffe d'un ours que d'un démon. Mais sait-on jamais, si l'envie vous prend de vous promener près du pont Ichijo Modolibashi et que vous croisez une jolie jeune fille qui vous demande de l'aide, mon conseil, c'est de faire demi-tour, de vous rendre dans le koban le plus proche et de demander l'assistance d'un policier pour gérer la situation. Sur ce, à bientôt!